Stone Cold Dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband. Last night I went out drinking. When I came home, I gave her a beating. So she catch up the frying pan and break on my head till she bashed it up. Il est tombé raide au marché. Il est tombé raide mort au marché. Il est tombé raide mort au marché. Je n'ai tué personne d'autre que mon mari. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il ne me frappera plus jamais. Et laissez-moi vous dire que je m'en fiche de finir sur la chaise électrique. Ouais, il est tombé raide au marché. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband. I killed nobody but my husband. I killed nobody but my husband. Rien de tel qu'une petite chanson légère pour commencer qui parle de violence conjugale et de meurtre. Merci Ella Fitzgerald pour ce beau duo de 1946 avec Louis Jordan. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Sophie et je vous préviens, je suis un beau cliché à moi toute seule. Tout d'abord parce que je suis une femme. Bon, là-dessus, rien d'extraordinaire, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. Pourtant, c'est dès ce moment-là, naître une femme, que les ennuis commencent. Pour moi, ça a commencé à l'école à l'école primaire, où là, deux solutions s'offraient à moi. Être la copine du chef de bande, et du coup, je jouissais d'une petite notoriété, d'un petit pouvoir, et surtout de tranquillité. Ou alors je faisais partie du lot commun des filles, et alors on passait mon temps à me tirer les couettes, à lever ma jupe, à baisser ma jupe. Et puis ça continue au collège, où c'est incroyable ce besoin irrépressible qu'ont les garçons de toucher tout ce qui dépasse de ton corps. Ceux-là, on les retrouve après dans les transports en commun ou dans les rassemblements. À l'époque, j'habitais à Paris, et je me rappelle, je prenais régulièrement le métro. Un jour, on était dans le métro bondé, et soudain, la seule chose qui m'est passée par la tête, c'est de prendre la main et de dire « À qui est cette main ?» Ah bah là, j'ai voyagé tranquille jusqu'à ma station. Ensuite, j'ai fait le choix d'un métier qui attire plein de lieux communs. Je suis comédienne et intermittente du spectacle. Wow. Alors ça, c'est la bonne plante pour les feignants. Hein. Puis c'est vrai, on passe notre temps à s'amuser, regardez ce soir. Et ouais, comédienne, c'est cool quand même. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais à côté pour vivre? Ce que j'ai fait, j'ai fait 3 enfants, 2 filles et un garçon. Mère de familles nombreuses. Bah oui, pour profiter des allocations familiales, évidemment. Sauf que on ne pense jamais à l'envers du décor, à l'extrême fatigue, la solitude, et puis la lutte constante avec les institutions et les administrations. Et les papas désengagés. Ah ben non, non tu comprends, là moi je peux pas, je travaille. Moi aussi je travaille. Ouais, mais moi c'est pas pareil. Ce petit c'est pas pareil. Méprisant. Mais c'est vrai, de quoi se plaint-on? On touche une pension familiale. Alors, une pension alimentaire. Oui, sauf que on la touche quand le papa veut bien la payer. Mais si le père ne veut pas payer la pension alimentaire, eh ben, on n'a quasi pas de recours. Je me suis séparée avec le père de mon fils en 2009. En 2012, j'ai demandé à passer en jugement aux affaires familiales parce que c'était un véritable enfer et on avait besoin d'un léger cadre. Eh bien, malgré le jugement et la mise en demeure de payer les pensions alimentaires, il faisait ce qu'il voulait, il payait quand il voulait, la somme qu'il souhaitait. Voyons ce petit témoignage d'octobre 2015. Alors, je dois donc faire un nouveau compte. Je dois 150 € par mois. J'arrondis à 160, Seigneur, comme il y a 4 semaines par mois, et que je dois pouvoir parler à mon fils 2 fois par semaine. Il y a donc 8 occurrences pour lesquelles je paye. 160 divisé par 8 égale 20 € par appel.
Ce mois-ci, je l'ai eu 3 fois. 3 fois 20 égale 60 euros. Que cela te plaise ou non, aucune importance. Profites-en pour aller porter plainte et aller pleurer à la CAF, au juge et autres, puisque tu es incapable de régler les choses par toi-même et que tu as besoin que quelqu'un d'autre décide pour toi. 3 ans après le jugement, eh ben, tout le monde s'en fiche. Les autorités, la gendarmerie, la justice, c'est pas leur problème. Après avoir fait des tentatives vaines auprès de la CAF et de l'huissier, où malgré tout je restais quand même plusieurs mois par an sans rien toucher, en 2018, la CAF reprend la compétence de recouvrement des pensions alimentaires et des impayés. J'habite en milieu rural. Je me rends donc à une des 2 permanences par mois de ma CAF. Après 2h30 de queue, j'arrive avec mon petit dossier et mes justificatifs. Alors oui, quand le papa ne paye pas la pension, ça peut être intéressant de porter plainte pour abandon de famille et non paiement des pensions alimentaires. Ça peut aider à faire passer plus rapidement le dossier. Donc je dépose mon dossier en juillet 2018. J'ai dû attendre 3 mois. C'est le délai légal pour pouvoir demander à ce que la CAF nous assiste dans ces démarches. Donc déjà 3 mois sans pension. Mon dossier arrive en juillet 2018. J'ai reçu l'accusé de réception de la CAF en octobre 2018 et mon dossier a enfin été traité en janvier 2019. 7 mois plus les 3 autres, ça fait en gros 10 mois, 9 mois sans rien toucher. Alors, j'ai fait la grossière erreur d'essayer de me renseigner pourquoi ça n'allait pas plus vite. Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il manquait des papiers? Ah ben on m'a répondu que, vous comprenez, on doit faire des vérifications. On ne peut pas faire une condamnation, l'appliquer sans être sûr que le papa ne soit pas dans l'embarras. Alors ça m'a scotché. Le papa ne doit pas être dans l'embarras, par contre la mère avec ses 3 enfants, ça c'est pas grave. C'est vrai que nous, on peut ramasser des baies, des herbes, et puis hop, on fait des trucs incroyables avec ça. Bref. Et puis alors forcément, comme j'ai eu le malheur d'appeler et qu'ils sont dans un endroit top secret, il a fallu que je passe par différents intermédiaires, dont la médiation. Du coup, j'ai écopé en 2 ans de 2 contrôles CAF aléatoires à ce qui paraît. Ma foi, puisqu'ils le disent. Du coup, comme tu ne touches pas tes pensions famille alimentaires, et tu te retrouves un peu propulsé dans la précarité. Et du coup, tu cherches des aides. Et ouais, parce que quand tu veux trouver du travail, il faut faire garder tes enfants. Mais pour accéder au mode de garde conventionnel comme la crèche, il faut déjà justifier d'un travail. Alors, on tourne un peu en rond. Je me suis donc lancée dans la recherche à corps perdu d'une nounou. Alors là, c'est pareil, c'est le parcours du combattant quand tu as pas des horaires classiques. Moi, j'avais besoin qu'on garde mes enfants la journée, mais aussi de 17h à 23h, pendant que je fais un spectacle, voire jusqu'à 1h du matin, le temps que je rentre. Donc toute la nuit, pour pas déranger tout le monde. Et les 3 quarts du temps, on m'a répondu, ah ben non. Non, moi c'est de 7h à 18h, 18h30. C'est en même temps que les horaires de garderie extrascolaire. Quel intérêt? J'ai quand même réussi par trouver 2 perles rares en attendant qu'ils se gardent tout seuls, bien obligé. C'est pas étonnant du coup que les femmes représentent 82% des emplois précaires. Une femme sur 3 en 2018 travaillait à temps partiel. Et quand elles ont la chance, on peut dire ça comme ça, de toucher le chômage, elles touchent 20% de moins que les hommes. Et avec la nouvelle réforme sur le chômage, elles vont être encore plus durement frappées. J'aurais profité des allocations familiales avec mes 3 enfants. Alors, quand ils sont petits, à la rigueur, ça va, on peut s'en tirer pas trop mal. Mais alors, quand ils commencent à passer le collège, le lycée et au-delà, là, on nage dans la survie. Parce qu'on leur fait faire des activités extrascolaires, quand même un minimum, histoire de ne pas faire que du français et des maths dans leur vie. Et puis, le permis de conduire, c'est environ 2 000 € par enfant. Les études, on est content qu'ils fassent des études. Ça fait mal. Ma deuxième fille a fait une école de sport supérieure à Lyon. Et la première année, ça m'a coûté 450 € par mois. Et la deuxième, 320. Et c'est vraiment pas la plus chère.
À cela s'ajoute un logement, et puis les fluides, et puis il faut bien qu'elles se nourrissent aussi. Du coup, en France, 20% des étudiants de 18-24 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté et beaucoup ne mangent pas suffisamment chaque jour. En France, on est numéro 1 du taux de suicide étudiant en Europe. Et bien c'est justement, paf, quand ton enfant a 20 ans, que les allocations familiales s'arrêtent. Du jour au lendemain. Que tu sois en couple avec 2 salaires ou toute seule avec un plus petit salaire, voire avec un autre enfant à charge qui n'a pas terminé ses études. Ça n'a pas d'importance. Alors du coup, on cherche encore de nouvelles aides, on va creuser toujours plus loin. Alors heureusement, il y a quelques aides exceptionnelles au département, mais les plafonds ont tellement baissé ces derniers temps que pour y avoir accès, c'est quasiment impossible, on dépasse toujours un peu. Pour la CMU, c'est la même chose. Il y a une aide au département qui est une aide d'urgence pour te dépanner à pouvoir faire tes courses. Alors là, on veut bien t'aider, mais alors une fois par an, faut pas exagérer quand même. Il y a aussi des aides exceptionnelles à la Sécu qui peuvent bien aider, et puis à la CAF, les aides à l'énergie. Alors en fait, là j'ai demandé des aides cette année et l'année précédente pour pouvoir remplir ma chaudière de granulés, que je me chauffe au granulé. Je suis donc allée déposer un dossier CAF, il est digne d'un prêt bancaire. On m'a accordé, merci la CAF, les 2 années une petite aide. Par contre, à la fin on reçoit un petit courrier bien épuisant, bien humiliant. Voilà, du 10 juillet 2019. Donc ça s'adresse à ma fille et à moi. Les membres de la commission sociale des aides individuelles engagent l'étudiante, pour laquelle vous versez une pension de 322 €, à rechercher des jobs afin de participer au règlement des charges familiales. Quant à moi, l'insertion professionnelle ou l'accès à la formation de madame serait à privilégier. Non mais, quelle idiote je me fais! J'avais pas pensé qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Enfin, en même temps, c'est vrai que quand j'ouvre la porte de chez moi, en face, j'ai un grand champ d'herbe folle. Peut-être que j'aurais dû faire comme Marie la Nuisance. Marie la Nuisance était une femme en 1340 qui, toutes les nuits, à 5 h du matin, allait jouer de la cornemuse à la sortie des bars. Elle jouait tellement mal que les hommes ivres lui donnaient plein d'argent pour qu'elle s'arrête et qu'elle s'en aille. Et bien vous savez quoi? En une année, elle a gagné de quoi racheter la Gascogne. Malin, non? Bon, allez. Après mon petit portrait de femme libérée, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les violences faites aux femmes. Trop tôt, j'ai compris qu'une fille pouvait être une proie pour l'homme et que malgré les avancées sociétales et les élans politiques et juridiques, la société est complètement à côté de la réalité de terrain. Quand on voit que de nombreux féminicides sont commis alors que les victimes avaient déjà porté plainte, ou que des enfants sont placés après un jugement auprès d'un parent qu'on a reconnu les avoir violentés. Oui, là, je vous entends penser. Encore une féministe? Encore une conférence sur la condition féminine? Ouais, et je prends mon mini Larousse et je lis la définition de féminisme. Du latin femina, mouvement militant pour l'amélioration des droits et du rôle des femmes dans la société. Et alors, je dis carrément vive la conférence féministe! Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. Paraît que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes,
une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Se laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Ouais, je serais polie pour la télé, mais va te faire. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide, et patati, et patata. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? Pour toi, j'ai écrit le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Ouais, je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Non, j'y arriverai pas, il y en a trop. Je finirai pas ma pyramide. Regardez-moi tout ce qui me reste. Regardez tous ces féminicides. « 136 féminicides depuis le 1er janvier 2019. La dernière s'appelait Marinette. Elle habitait dans les Bouches-du-Rhône. Elle avait 85 ans. Elle a été tuée d'un coup de carabine par son mari qui avait 85 ans aussi. Apparemment, on lui avait diagnostiqué un cancer et il ne supportait pas que sa femme lui survive. 136 féminicides. Voilà où nous en sommes en 2019. Mourir et subir des violences pour le simple fait d'être une femme. Depuis la nuit des temps, cela dure. Qu'est-ce qui passe dans la tête des hommes pour faire des lois et des religions féminicides? Depuis tout temps, les femmes ont subi la violence des hommes, mais elles se sont fédérées. Elles sont restées droites, la tête haute, et ont essayé de changer leurs conditions. Quand on pense au féminisme, évidemment, on pense au 19e siècle, avec les suffragettes. Mais on peut remonter très loin encore dans l'histoire. On peut remonter jusqu'à l'époque de la Révolution, avec Olympe de Gouges, qui en 1792 a écrit la Déclaration des droits des femmes. Elle n'a été entendue que grâce à son ami Condorcet. On peut encore remonter dans le temps, jusqu'en 1310, où vivent les Béguines. Alors les Béguines, ce sont des centaines de femmes qui étudient, qui travaillent, qui enseignent, qui soignent, en toute indépendance des hommes et de la religion. Une grande partie vit en plein cœur de Paris, dans le grand béguinage royal, un lieu créé par Saint-Louis. Depuis longtemps, les codes de domination ont été assénés aux femmes, tout d'abord avec la religion, où tous les mots viendraient d'Ève. Non mais sérieux, tout ça à cause d'une pomme? Ça va durer pendant encore combien de siècles de devoir subir une domination et des violences à cause d'une pomme? Et puis la société patriarcale en a profité pour continuer à distiller ce poison dans les esprits. Ben oui, parce qu'en plus de devoir allégeance à Dieu, il fallait respecter son père et puis son mari. La femme n'était qu'un objet dont on pouvait jouir à sa guise. Il est terrible de voir qu'aujourd'hui, malgré les évolutions dans les mentalités, ces courants de pensée sont encore ancrés en nous et de manière totalement inconsciente. Les hommes ont depuis longtemps commencé à prendre conscience de ce non-sens. Mais malgré eux, cela reste ancré. Quand on voit que personne ne bouge parce que les femmes touchent 24% de moins sur leur salaire, là, ça ne dérange pas trop les hommes. C'est pareil si on prend la charge mentale. Alors la charge mentale, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le fait de devoir penser en permanence à tout ce qu'il faudra organiser dans sa vie courante et professionnelle. Les courses du petit, réserver les vacances, j'ai plus de papier WC, il faut que je prépare mon PowerPoint, ma conférence, etc., etc. Et bien de fait, c'est dévolu aux femmes. En même temps, c'est de notre faute aussi, parce que le fait de l'accepter empêche l'évolution plus rapide.
Il y a d'ailleurs plein de femmes qui préfèrent le faire elles-mêmes que de passer un temps fou à convaincre leurs compagnons que ce n'est pas les aider, mais c'est normal de participer à la vie familiale. En fait, c'est Françoise Héritier, une ethnologue et anthropologue française, qui est morte en 2017, qui disait « L'homme n'est pas méchant par nature, n'est pas violent par nature, il l'est par culture. » Si on prend pareil, c'est incroyable de voir que les femmes doivent donc gérer tout le quotidien et le reste, et que par contre, une poignée d'hommes doivent gérer le destin de toutes les femmes. Ben oui, si on prend les avancées auxquelles nous avons droit aujourd'hui, eh ben, ce n'est uniquement parce que quelques hommes ont voté ces lois, que ce soit pour l'avortement, pour le droit de vote, pour le divorce. Savez-vous qu'en 1792, le divorce par consentement mutuel existait déjà? Et puis il a fallu que Napoléon arrive en 1804 et hop, il a supprimé le divorce par consentement mutuel, et puis tant qu'à faire aussi la capacité juridique totale des femmes. On a dû attendre 1975 pour que le divorce par consentement mutuel revienne. La même année que la première proposition de loi de Simone Veil pour l'avortement. En parlant d'avortement, c'est pareil. En 2018, eh bien, l'Assemblée a rejeté le fait que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Et là, le 11 juin dernier, on devait voter à l'Assemblée l'allongement du délai d'avortement. Il devait passer de 12 semaines à 14 semaines. Il a été voté, mais il a fallu que le gouvernement fasse ingérence dans ce vote, avec Agnès Buzyn, Marlène Schiappa, une coalition des Républicains, pour supprimer ce vote. Et du coup, les femmes partiront à nouveau à l'étranger en risquant leur vie. Ouvrons une nouvelle porte, celle de la violence conjugale. Elle est restée trop longtemps cachée, secrète, comme relevant de la sphère privée et de l'exception. Pourtant, en France, 200 millions de personnes sont concernées, dont 1% d'hommes. Elle contribue à une atteinte des droits fondamentaux comme la liberté et la sécurité. La violence conjugale désigne des comportements violents et agressifs envers une personne au sein du couple. À terme, elle peut conduire à la mort. Elle se présente sous différentes formes. Il y a 4 groupes principaux. Il y a tout d'abord la violence verbale et psychologique. C'est la plus courante. Elle est insidieuse. Elle consiste à faire perdre l'estime de soi, la confiance en soi, en son partenaire. Quand les premières choses que tu entends le matin, c'est « sale feignasse, t'es vraiment bonne à rien, tu sais rien faire. » Eh vas-y, c'est parti, ça tourne en boucle jusqu'à ce que tu ailles te coucher. Pauvre conne. Du coup, ça contribue à perdre une bonne image de soi, une estime de soi, et on n'a plus confiance en rien. Arrive ensuite la violence économique. Elle englobe la confiscation des revenus, l'entrave à travailler et le contrôle des dépenses. Quand j'ai voulu partir, je me suis retrouvée très démunie. Suite à un voyage à travers l'Europe, au retour, j'avais perdu quasi la totalité de mes contacts, grand isolement, et j'avais perdu tous mes revenus, même la CAF. Et ben, il a fallu que je me retrouve un statut social et professionnel avant de pouvoir partir. Ça m'a pris plus d'1 an pour arriver à retrouver une légère autonomie. Il y a aussi les violences physiques. Alors celles-là, ce sont celles qui se voient le plus puisqu'elles laissent des traces visibles sur le corps des personnes. Les violences physiques peuvent laisser des séquelles irrémédiables et provoquer la mort de la victime ou sous les coups ou alors pour échapper à ces coups par le suicide. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme chute? En arrière, dans l'étable, au sol, en avant. J'avais des bleus sur les jambes, dans le dos. Je boitais, ça commençait à se voir. Je
Je devais être toutes les accès. Une fois, j'ai accompagné une sortie au ski, j'habitais à la montagne. Et en passant sur une bosse, je suis pas très douée mais quand même, je me suis tordu la cheville, je suis mal retombée, c'était une petite bosse et du coup ça m'a bloqué tout le dos. Alors je suis allée chez l'ostéopathe. Là, l'ostéopathe commence à m'examiner. Et il me dit, vous tombez souvent ? Je ne savais pas trop quoi dire. Je lui réponds, oui, ça m'arrive. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement en vrac. Alors là, il me tendait une perche, mais j'ai pas su quoi dire. Je lui ai répondu bêtement, oui, ben, c'est vrai que ça m'arrive de glisser. J'étais gênée, j'avais honte. Viennent ensuite les violences sexuelles. Alors elles englobent les sévices sexuels, les viols, la contrainte pornographique et l'exploitation sexuelle. Pour ma part, j'y ai échappé au sein du couple. Enfin, je crois. Par contre, comme une femme sur 6 en France, j'y ai eu droit. Quand ses yeux ont croisé les miens, à la faveur d'un soir de juin, mon cœur était un fleuve à sec, et moi j'ai craqué pour ce mec, qui a les oreilles plus décollées qu'une collection de vieux papiers peints, la gueule d'un pote à Georges Clooney, le genre beau gosse mais vu de loin. Du coup je suis tombée amoureuse, puis je suis tombée après enceinte, avant même de tomber heureuse, mes espérances étaient défuntes. Il est comme ça, gros con, un peu paumé, légèrement abîmé. Et quand il rentre, gros con, il peut toujours m'assurer que celle-là je l'ai pas volée. Mais vous me direz, comment peut-on en arriver là sans voir le coup venir ? Bien, c'est parce que la violence n'arrive pas comme ça d'un coup. Elle est insidieuse et progressive. L'agresseur minimise les faits et souvent assure qu'ils dépendent de causes extérieures. Je me rappelle une fois où je devais partir avec mon fils, c'était pour les vacances de Noël. Mon fils à cette époque dormait très mal, il pleurait beaucoup, faisait des cauchemars. Et donc à 2h du matin, on était bien réveillés. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour partir, puisque tout le monde était prêt. C'était à l'autre bout de la France. Et ben mon compagnon m'a empêché de partir. Il m'a attrapé par les pieds et il m'a tiré, il m'a jeté sur le lit, pour pas que je sorte. Alors j'ai pris mon fils, je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, d'accord, je pars pas, mais par contre tu t'en occupes et tu me laisses me reposer. Bah ça n'a pas duré longtemps. Hein. Moi, 1 heure après, il débarquait dans la chambre en disant, allez, casse-toi avec ton gosse, il s'est que brailler. Ben, on n'a pas cherché plus loin. Hein. On a préparé nos affaires et on est parti même en pleine nuit. On a dormi sur un parking et on a continué notre route. En fait, l'homme brutal culpabilise sa compagne en lui faisant croire qu'elle serait responsable de cette violence qui sort de lui. Alors du coup, on finit par douter, on finit par chercher ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'était jamais ce qu'il fallait faire. Et puis on finit par trouver qu'on n'est pas normal. Le compagnon donne aussi des mauvaises images de sa compagne à son entourage. Et là aussi, du coup, le regard des autres commence à changer sur vous et fait que le sentiment de solitude devient de plus en plus grand. Et ça marche très bien, hein. Même auprès des institutions, gendarmerie, tribunal, ça marche super bien. Si vous avez la chance de voir ce magnifique film qui s'appelle Jusqu'à la garde, je vous le conseille vraiment. Il est très réaliste et très beau. Eh bien, le film démarre avec une scène, un jugement aux affaires familiales. Et là, il y a donc madame et son mari. La femme est taciturne, elle ne parle pas, elle baisse les yeux. Et à un moment, elle évoque le fait que ses enfants ne veulent plus voir leur père car il est violent. Ah ben là, forcément.
C'est elle qui manipule les enfants, c'est elle qui... Du coup, la femme baisse la garde. On pense repartir sur des bases saines. En fait, il n'en est rien. Si dès le premier signe de violence, on ne réagit pas, cela légitime et encourage l'agresseur à continuer, à continuer. La violence va devenir de plus en plus fréquente et de plus en plus importante. Et les périodes de crise vont se succéder les unes après les autres. À ce jour, il est très très difficile d'avoir une idée précise du nombre de femmes concernées. En effet, beaucoup de femmes se taisent. On estime qu'une femme sur 5 seulement va porter plainte. Après, c'est tellement difficile d'aller porter plainte. Du coup, les plaintes ne sont pas englobées, elles ne sont pas spécifiques à la violence conjugale, elles sont englobées dans viol, coups et blessures, homicides. C'est la Fédération nationale Solidarité Femmes, la FNSF, qui comptabilise pour l'instant aussi les appels reçus des femmes violentées. Il gère la permanence 3919. Donc c'est une plateforme d'écoute et de conseil à toutes les personnes victimes ou témoins de violences conjugales. Et bien, en 2018, ils ont reçu 23 255 appels, dont 74 pour faits de violences avérées. Seulement, vu qu'ils ont de moins en moins de moyens, eh bien, une partie infime des dossiers seulement est traitée. Cela démontre réellement un problème de volonté politique. C'est bien beau d'en faire une grande cause du quinquennat, si on n'y met pas les moyens derrière, ça ne sert à rien. On a vu cet été, les dotations pour les associations de droits aux femmes ont baissé, quasiment de moitié. Donc moi j'habite en Isère, et vers Vienne, il y a l'association France Victime 38. Et bien eux, ils ont vu leur subvention baisser de moitié. Du coup, ils vont devoir remettre en question une chose qui était très, très bien, qui faisait une action, c'était l'éviction du parent violent, du domicile conjugal. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer. C'est pareil avec le planning familial de Grenoble. C'est le premier planning familial créé en France, il y a 60 ans. Ben, ils ont vu aussi leur dotation baisser de 50%, et cela remet en question certains emplois, et puis aussi beaucoup toutes les actions de prévention, d'information. Parce que si on veut que les choses changent, eh bien, il faut informer, il faut faire de la prévention. Parce qu'il n'y a pas de profil type. La violence conjugale touche toutes les catégories socio-professionnelles et culturelles. La moitié des hommes violents n'est pas alcoolique, ne souffre pas de troubles mentaux et n'a jamais été violenté quand il était enfant. Non, c'est en fait le miroir, le reflet de la relation homme-femme dans la société qui se reporte au sein du couple, à l'avantage de l'homme, la plupart du temps. À l'heure actuelle, la violence est tolérée, puisqu'elle est si peu ou si mal réprimée. Les agresseurs savent qu'ils ne seront pas, ou à peine repris pour une baffe de temps en temps. Pourtant, on sait qu'il est possible d'afficher une tolérance zéro comme au Québec, ou même à côté de chez nous en Espagne, où l'État a fait un travail incroyable au niveau des violences conjugales. Ça a commencé en 1999, où ils ont revu le code pénal et ils ont permis des mesures d'éloignement de la personne violente et la prise en compte des violences psychologiques. En 2001, ils ont lancé un grand plan d'action et en 2004 est entré le plan d'action contre les genres. Alors là, ils ont mis en place des permanences d'écoute juridique, psychologique. Ils ont créé des parquets avec des tribunaux spécialisés. Il y aurait 106 tribunaux en Espagne. Les juges ont 72 heures maximum pour instruire un dossier, ce qui évite que la personne, la victime, ne soit à la merci de son bourreau. Suppression des circonstances atténuantes. L'État peut porter plainte à la place de la victime s'il y a eu témoignage ou signalement. On en est encore bien loin. Quand on voit qu'on n'arrive pas à porter plainte, souvent.
le bracelet électronique, c'est une balise GPS qui permet de tenir à distance et de surveiller les conjoints violents. Le COMETA, qui est le comité de surveillance des dépassements des zones de sécurité, travaille en permanence. Dès qu'un homme violent sort de la zone de sécurité, ils appellent la victime potentielle. Ils appellent ensuite l'agresseur et lui demandent de retourner dans la zone de sécurité. Si la personne refuse, ils appellent immédiatement la police qui est prête à intervenir auprès de la victime en moins de 10 minutes. Il y aura 1150 porteurs de bracelets environ en Espagne. Et bien depuis que ça a été mis en place, ces hommes n'ont commis aucune violence et aucun féminicide. L'Espagne est passée depuis de 2008 à 2019 de 76 féminicides, ce qui est déjà trop, à 46. En France, en 2019, on est au mois de novembre, on en est à 136. Mais ça va aller jusqu'où comme ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les pouvoirs publics vont prendre conscience de ce qui se passe réellement? Ils ont attribué un budget de 200 millions d'euros pour les droits des femmes, et si on prend toutes les mesures mises en place, ça s'élève quand même à 1 milliard d'euros, ce qui est 12 fois plus qu'en France. Comme quoi, ça marche hein, quand l'État joue son rôle. La France fait partie des pays les plus violents en Europe, avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. On est passé de 1 féminicide tous les 3 jours à 1 tous les 2 jours. Bon, c'est vrai que l'égalité homme-femme dans l'histoire n'est pas si vieille que ça. On l'a vu, la femme devait allégeance à son père, puis à son mari. Elle était référente du foyer, responsable des enfants. Et on pouvait... C'était un objet qui n'avait rien à dire, dans la plupart des cas. Est-ce que vous savez qu'en dans certains pays anglo-saxons, au XIXe siècle, les maris avaient le droit de châtier leurs femmes à partir du moment où le fouet n'excédait pas 1 pouce de large. Et moi, j'ai des tout petits doigts. Les femmes reçoivent cette violence comme une fatalité. Et on ne se rebelle pas contre la fatalité. On assiste alors à un transfert de responsabilité où les victimes deviennent responsables en partie de ce qui leur arrive et où les bourreaux sont disculpés à cause de circonstances atténuantes et de leur environnement. C'est exactement ce qui se passe quand tu vas porter plainte. C'est à toi de justifier que tu as bien été violenté. Quand tu vas à la gendarmerie et que tu dois baratiner un quart d'heure, un gendarme pour essayer de prouver que tu n'es pas malveillante envers ton conjoint, que tu ne cherches pas à lui nuire, que les faits sont réels, déjà tu as envie de repartir. On comprend qu'une femme sur 5 seulement porte plainte. Ils ne sont pas formés, ils sont complètement perdus. Et c'est toujours à nous de prouver qu'on n'a pas cherché ce qui nous est arrivé. Mais ça arrive encore même dans les services sociaux. Là, mon fils suit une mesure, une AED, une aide d'éducation à domicile. Eh bien, l'année dernière, on a eu rendez-vous pour remplir son dossier. Il y avait notre super assistante sociale qui nous a bien sortis de ce mauvais pas. Il y avait aussi la responsable des affaires familiales, l'éducatrice qui allait suivre mon fils et le directeur du CODAS. Il y avait un seul homme dans la salle. C'est terrible, mais à la lecture du dossier, il n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel, de hausser les épaules et de me dire « Non mais quand même, vous devez quand même bien être responsable dans quelque chose pour en arriver à cette situation. » Non mais sérieux? Il connaît même pas le dossier? Mais de quoi il parle? Et en plus, 2 secondes avant, il me dit « Nous allons parler tous ensemble, sans jugement, en toute bienveillance. » Ah ben j'appelle pas ça de la bienveillance, moi. Ça fatigue. Ça fatigue vraiment tout ça. Les violences institutionnelles sont épuisantes, elles vous vident, elles vous usent. Il faut entendre que les femmes violentées ne sont pas masochistes et qu'elles ne sont pas indifférentes à ce qui leur arrive. Elles font des efforts de résistance quotidienne pour essayer de s'octroyer quelques minutes de solitude et de paix.
On prend de très gros risques à aller porter plainte. Et puis on essaye, l'air de rien, de tendre des perches dans notre vie quotidienne. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai reçu le... Non, une fois. Voilà, une fois. Je ne sais plus pour quelle raison, je regardais les textos que mon compagnon m'avait envoyés. Et là, je me suis pris le téléphone et sa main en plein visage. Parce que je ne le regardais pas quand il me parlait. Et ben, quand le bleu a commencé à venir, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Oh putain, tu marques facilement ». Et si jamais tu te plains de la douleur, mais « Oh, t'exagères, c'était rien, franchement ». Et ben, suite à ça, j'avais un bleu bien voyant. Ben, j'ai mis des lunettes de soleil, camouflage hyper nul de la femme violentée, parce que ça ne cache pas du tout les bleus. En fait, ça nous permet de croiser les gens sans voir directement leur regard sur nous. Un bleu, ça met une dizaine de jours à passer. J'étais pas recluse chez moi, hein. J'avais une petite vie sociale, j'étais représentante des parents d'élèves, j'allais emmener mes enfants à l'école, ils faisaient des activités. Et ben en une dizaine de jours, seulement 2 personnes m'ont demandé ce qui m'était arrivé. Ma mère, qui n'a pas cru quand je lui ai dit que j'avais glissé et que je m'étais cognée la pommette sur le coin d'un meuble, mais qui n'a rien fait. En tout cas, je n'ai jamais eu connaissance. Et puis une maman, que je croisais tous les mercredis à une activité. Là, je la vois, elle s'avance vers moi très gênée et elle me dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Oh, je me suis dit « Ça y est, je vais tendre une perche, je vais essayer. » Alors, je bafouille bêtement, je regarde par terre et je lui dis « C'est idiot, mais j'ai glissé chez moi bêtement et je me suis cognée sur le coin d'un meuble. Voilà, c'est tout bête. » Là, je l'ai vu qui soufflait, qui reprenait des couleurs. Et elle m'a dit « Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru que quelqu'un vous avait frappé. » Oh merde. Elle n'a pas vu ma perche, elle n'a pas compris, mais c'est pas de sa faute, je lui en veux pas, évidemment. Les gens ils peuvent pas comprendre. On n'est pas habitué, on est à remarquer ça, on les est désarçonnés quand on les croise, on ne sait pas quoi faire, comment les orienter, comment les aider. Et du coup, toi, tu vois ta perche qui part au loin. Et tu restes tout seul. Les paires de gifles en rafale, c'est pour le cumul des mandales. S'ils m'aiment autant, c'est pour mon cul que pour mes hématomes crochus. J'ai beau mentir à mes copines, leur faire le coup de l'escalier, mes bleus au cœur, les turlupines, vu que j'habite au rez-de-chaussée. Elles voudraient me voir porter plainte, mes gros cons gelés dans la peau, et de manger portes et plaintes tout en ravalant mes sanglots. Il est comme ça, gros con, un peu paumé, légèrement abîmé. Et quand il rentre, gros con, il peut toujours m'assurer que celle-là je l'ai pas volée. Ce qui est terrible, c'est qu'on a tendance à excuser les hommes violents en mettant en avant leurs problèmes personnels, leurs difficultés dans la vie. Mais il faut les responsabiliser pour leur acte. Le passage à l'acte n'est pas une perte de contrôle, ce qui rendrait l'acte gratuit, non. C'est une véritable volonté de tout gérer dans la sphère familiale et sur la personne, de la mettre sous contrôle et de provoquer la peur. La violence conjugale est condamnée de manière insuffisante en France aujourd'hui. 62% des plaintes sont classées sans suite. 62 ! Mais c'est énorme. Luc Frémiot, un magistrat de Douai, constate aussi ce dysfonctionnement global de tous les acteurs de la chaîne. Ça commence par la gendarmerie, où ils ne sont pas formés, donc il y en a plein qui refusent les plaintes, jusqu'au procureur de la République. Les procureurs de la République, je ne sais pas ce qu'ils font de nos plaintes, je sais pas, ils les affichent, ils font du feu avec, mais 62%, ça ne devrait même pas arriver. Du coup,
Ce sentiment d'impunité favorise la violence des agresseurs. Quand on voit que la plupart des féminicides ont eu lieu alors que les femmes avaient déjà porté plainte, voire plusieurs fois. Du coup, l'homme violent, il se fait plaisir. Hein. Pourquoi? On lui dit juste que c'est pas bien quand il fait des choses comme ça. Allez, on va se faire plaisir. Hop! Petit texto. Donc, je vous rappelle, on s'est séparés en 2009. Hein, et les derniers textos que j'ai reçus datent du 29 décembre 2018. Alors, grosse salope, je ne sais pas ce que tu lui fais, mais tu as réussi à nous couper l'un et l'autre avec notre fils. T'es vraiment une perverse malade. Fais-toi soigner avant d'aller acheter un nouveau connard sur Internet. Tu vas finir toute seule, ta pauvre petite vie de merde. 14h08. Alors attention, PS, 14h18. N'oublie pas de courir porter plainte pour t'avoir dit la vérité. PS, ne t'inquiète pas, c'est bientôt la crise d'adolescence, j'espère qu'il ne te rattrape pas et que tu vas en chier un max. Tu finiras peut-être par comprendre. Quasiment 10 ans après des jugements, après des plaintes, même au pénal, toute impunité, aucun problème avec ça. Pourtant, la violence conjugale est un délit. Depuis le 1er mars 1994, elle est condamnée au pénal. Eh ben, la fois où on est passé au tribunal pour menace de mort et de destruction, mon ex ne s'est même pas présenté. Il a demandé à ce qu'on reporte le jugement parce qu'il avait des choses plus importantes professionnellement à faire. Il a écopé de 3 mois avec sursis et de 1 500 € d'amende. Eh ben, il n'a pas voulu payer l'amende. Eh ben, personne n'a rien fait, ne lui a rien dit. Il a fallu que ce soit moi, qu'entame une procédure à mes frais, pour qu'enfin, la peine soit appliquée au bout de 2 ans. Alors, que dit la loi? Dans le code pénal, comme je vous le disais, applicable au 1er mars 1994, les violences conjugales ne sont pas considérées comme un délit, elles sont englobées dans les atteintes volontaires à la personne. Par contre, s'il s'agit du compagnon, cela fait partie de circonstances aggravantes. Et donc, la peine encourue est plus sévère. Même sans ITT, interruption temporaire de travail, la personne doit être condamnée. Eh bien, moi, on m'a répondu en 2011, la loi 94, 2011. On m'a répondu que sans jugement et que sans ITT de 8 jours, tout ce que je ferais ne serait pas recevable. Alors là, t'en peux plus, t'es à bout là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? S'offre à toi 2 solutions. Est-ce que la prochaine fois que tu le vois, tu vas te laisser démolir? Comme ça, tu vas prendre 8 jours d'ITT. Peut-être qu'on va enfin te croire et enfin te suivre et te soutenir. Mais là, tu te dis, si je passe 8 jours à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire de mes enfants? On va les placer, on va les envoyer dans un foyer. Et quand je vais ressortir, ça va être l'enfer pour les récupérer. Bah du coup, tu peux pas leur infliger ça, alors bah tu prends sur toi et tu continues à te battre et à résister toute seule. On peut signaler les violences à la gendarmerie et poser une main propre. Une main courante. Normalement, les gendarmes et les policiers ont le droit de convoquer la personne violente, mais ils ne le font qu'exceptionnellement pour lui faire un rappel à la loi. Moi, par exemple, il n'a jamais été convoqué. Jamais. Non, ce qu'il faut faire, c'est porter plainte si on veut qu'il y ait des suites en justice. Ça aussi, je l'ai fait. Hein. Voilà, j'avais fait les choses bien dans l'ordre, comme j'avais compris. Une fois, je me suis retrouvée par terre, face à l'insert qui marchait. Et quand j'ai relevé la tête, j'ai vu les bûches de bois, j'ai vu le tisonnier,
Et je me suis dit que cette fois j'avais de la chance, mais que la prochaine fois, ça sera peut-être la dernière. Alors j'ai décidé d'aller porter plainte. Je suis d'abord allée chez le médecin pour faire constater mes bleus. Il m'a fait un certificat sans problème. Après, je suis allée à la gendarmerie porter plainte. Ils ont pris ma plainte sans problème, vu que j'avais en plus un certificat. Et ils ont fait remonter ma plainte au procureur. Et c'est là qu'on voit que le système va très mal. Plusieurs mois après, heureusement que j'ai pas fait une chute malencontreuse entre-temps, on a reçu une convocation, chacun sa lettre, à notre domicile conjugal, nous demandant de nous rendre au tribunal pour violence conjugale. Oh punaise, quand il a ouvert la lettre, mais il est devenu furieux. Il m'a demandé ce que c'était que ça, ce torchon, qu'est-ce que j'avais encore fait. Alors du coup, moi j'ai paniqué, j'ai répondu que je comprenais pas, que ça devait être une erreur. Franchement, je comprenais pas. Et j'ai pas donné suite. Je me suis sentie encore plus en danger qu'avant de porter plainte. Voilà, quand les portes s'ouvrent, et ben parfois on peut même pas y accéder. Alors que faire pour s'en sortir quand le système et la loi vont à l'envers? La seule solution, c'est de quitter le domicile conjugal, avec ses enfants et avec les papiers aussi. Parce que sinon, le conjoint peut porter plainte pour abandon de domicile conjugal. C'est important aussi de prévenir la gendarmerie. On ne sait jamais. Ouais, mais partir, c'est plus facile à dire qu'à faire dans l'état d'isolement où on est. Quand j'ai voulu partir, j'ai essayé de me tourner d'abord vers ma famille. Mes parents m'ont répondu qu'avec 3 enfants, non, c'était pas possible, ça ferait trop de bazar. Alors on se dit, qui? La gendarmerie? Ils sont censés intervenir en cas d'urgence. Une fois, mon ex-compagnon est rentré dans ma cour. Il était fou furieux, il injuriait tout le monde, il nous menaçait. Mon fils marchait à 4 pattes dans la maison pour que son père ne le voie pas par la fenêtre. Ça se passait 2 jours après que j'ai porté plainte pour les menaces de mort et de destruction. En panique, j'ai appelé la gendarmerie. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu, la gendarmerie? Oh, elle m'a répondu que j'exagérais, que franchement, c'est n'importe quoi, qu'il fallait que je me calme, et ils ne sont jamais venus. Par contre, tu mets un gilet jaune, là, ils poursuivent dans toute ta ville. Hein. Mais quand tu appelles au secours, ils ont des choses plus importantes à faire, ils ont des consignes autres. Du coup, j'ai digressé sur les gilets jaunes, et j'ai oublié mon film. Oui, on peut voir aussi les professionnels de santé, bien sûr, et les travailleurs sociaux, oui. Ils peuvent nous aider à prendre conscience de notre situation et nous accompagner dans un processus. Mais là, concrètement, dans l'urgence, tu fais quoi? Tu vas où? Et plus tu en apprends sur ta situation et plus tu réalises que ça fait du mal à tes enfants et que l'issue peut être fatale. À la fin, je cachais le téléphone dans la panière de linge sale, au cas où j'ai besoin d'appeler discrètement en urgence la nuit. On se croirait vraiment dans un mauvais film. Il y a un réel manque de formation concernant la compréhension et la manière d'agir pour ces professionnels qui, alors là, j'en doute pas une seconde, aimeraient tellement faire plus, mais comme toute notre société, ils sont coincés avec leurs cases, leurs dossiers et leur satanée hiérarchie sur laquelle ils ne peuvent rien faire. Depuis, j'ai appris que la FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes, avait une permanence téléphonique, le 3919. Elle a été créée en 1992. Moi, ma plainte, elle date de 2007.
92-2007. Eh bien, pas une personne, pas un seul interlocuteur ne m'a orienté, s'il ne savait pas quoi faire, vers ce numéro. Personne. En plus, j'habitais en milieu rural à la campagne. J'étais à un peu plus d'1 heure de toutes les permanences et de toutes ces informations. Les situations de violence conjugale nécessitent des interventions spécifiques. Il faut répondre à la demande dans l'urgence, sinon au risque de faire tout échouer. Il faut accueillir ces femmes en urgence. Ne pas les accueillir, c'est les empêcher de continuer à vouloir s'en sortir. Avant tout, il faut mettre à l'abri la femme et ses enfants. Et puis, il faut les écouter, les laisser parler, les croire. C'est déjà tellement difficile d'arriver à en parler à quiconque. Parler, ça permet de libérer le poids émotionnel, ce poids qui empêche de réfléchir et puis par conséquent d'agir. Il faut déculpabiliser et puis donner des moyens. Pour s'en sortir, les femmes, elles doivent reprendre le contrôle de leur vie, elles doivent croire à nouveau en leur qualité en tant qu'individus. Il faut les aider à s'en sortir, il faut les accompagner tout au long de leur parcours parce qu'il sera fait d'avancer mais aussi de recul. Il faut accepter ça et ne pas juger. Et il faut ne jamais cesser d'informer et de sensibiliser. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Les conséquences de la violence domestique. Endurer la violence conjugale demande une énergie incroyable. Car en plus de la vie quotidienne, il faut supporter les coups, la pression psychologique permanente. Pourtant, c'est difficile d'arriver à partir, à quitter cette situation. Déjà parce qu'il y a la peur des représailles, les menaces, le chantage. Mon ex, je l'avais vu, il a mis 10 ans avant de me laisser tranquille. Ça l'a pris du jour au lendemain et je ne sais pas pour combien de temps. J'en profite. Puis il y a la peur de ne pas pouvoir tout assumer d'un coup toute seule. L'emploi, l'éducation des enfants, la maison, les charges. Il y a aussi la peur de ne pas arriver à oublier. Et puis, se dire qu'on ne retrouvera jamais peut-être de relations amoureuses durables. Les femmes qui s'en sortent sont celles qui ont le plus souvent réussi à terminer leur démarche juridique. Moi, ça m'aura pris 10 ans. 10 ans de lutte acharnée, de main courante, de plainte, de jugement au familial, au pénal, de signalement au numéro 119 pour enfants sans danger. Pour qu'enfin, au bout de 9 ans, une personne des services sociaux finisse par m'écouter et par se rendre compte des dysfonctionnements totaux du dossier. Elle a secoué le cocotier. Mais on n'est pas nombreuses à pouvoir attendre 10 ans comme ça.
Déjà parce qu'une grande partie des femmes victimes de violences sera rattrapée par un féminicide. Psychologique en pleine face alors qu'ils ne sont pas directement concernés. En fait, le parent violent souvent d'essayer de garder l'enfant pour garder la main mise sur la mère et pour faire du chantage. L'enfant devient un véritable objet de manipulation, ce qui détériore son image. Et les enfants sont complètement perturbés. Du coup, cela se traduit par différentes choses. La violence, problèmes d'alimentation, problèmes de sommeil, l'énurésie, difficultés, échecs scolaires. À Chypre, une femme qui est violentée devant ses enfants, eh bien, les enfants sont reconnus comme violentés également. Ma fille, qui a 22 ans aujourd'hui, a eu pendant très longtemps des problèmes à s'alimenter, à manger correctement. Ça devait avoir du mal à passer. Mon autre fille de 20 ans a toujours des problèmes de sommeil et parfois elle rêve que je fais des chutes et que je ne me relève pas. Mon fils de 15 ans a pendant très longtemps eu des problèmes d'énurésie et jusqu'à récemment des problèmes de cauchemar et des maux de ventre physiques inexplicables à chaque fois qu'il devait partir en vacances ou qu'il devait régler quelque chose avec son père. Les enfants sont traumatisés et choqués bien des années après la séparation et l'arrêt des violences. Du coup, ils développent un sentiment de culpabilité. Mais pourtant, c'est souvent grâce à eux que la mère va réussir à se libérer et à essayer de partir. Ma fille est partie une semaine en séjour découverte avec sa classe parce qu'ils avaient gagné un concours. À son retour, j'ai été convoquée par l'institutrice qui m'a expliqué le mal-être qu'elle avait. En effet, chaque soir, elle pleurait parce qu'elle était inquiète pour moi. Du coup, on a eu rendez-vous avec l'institutrice et puis je crois aussi qu'il y avait une infirmière scolaire. Je les ai vus se décomposer quand je leur ai expliqué la situation qu'il y avait à la maison. Mais je crois qu'elles ont alerté personne. En tout cas, on n'en a jamais eu vent. Bon, par contre, ma fille a pu être suivie par un psychologue. Donc, voyant que mes enfants allaient garder des séquelles le reste de leur vie, j'ai décidé de partir. Alors, depuis le 14 mars 2017, il y a une loi relative à la protection de l'enfance qui est inscrite dans le Code civil. Il dit qu'un parent peut se voir retirer totalement l'autorité parentale, notamment lorsque l'enfant est témoin de pression ou de violence à caractère physique ou psychologique exercée par l'un des parents sur l'autre. Bon, on est arrivé trop tôt. Pourtant, dans la plupart des cas, le parent violent conserve les coordonnées de sa compagne parce qu'il est tenu de savoir où habite son enfant. Ça n'a pas de sens du coup. Le comble de l'incompétence qui m'a touchée concerne les services sociaux et directement mes enfants, mon fils. Une année, j'ai appelé le 119, l'enfance en danger. Mon fils devait partir en vacances chez son père et ça faisait des jours qu'il ne faisait que pleurer parce qu'il ne voulait pas y aller et je ne savais pas quoi faire. Du coup, c'est le seul service qui est ouvert tard le soir et qui était compétent pour m'orienter et m'aider. Et bien, figurez-vous que là, c'était en 2014, punaise, j'avais un problème, j'avais un jugement. Alors tu mets des mois avant d'avoir un jugement qui va t'aider, mais une fois que tu l'as, eh ben ça pose problème, parce que j'étais obligée de me plier au jugement. Sinon le père pouvait porter plainte contre moi pour non-présentation d'enfant. Bon, à l'époque, je ne savais pas encore. Du coup, je l'ai laissé partir. Donc, ils ont reçu mon appel, ils l'ont transmis aux services sociaux du domicile du père. C'était en août 2014. J'ai reçu accusé de réception de la procédure en août 2015, en me disant qu'effectivement, ils allaient faire une enquête et qu'ils me tiendraient informé. Et puis, rien. Plus rien. Jusqu'en 2018,
où j'ai appris que je pouvais avoir accès aux conclusions du rapport. Alors là, j'ai rappelé les services sociaux du Loir-et-Cher où habite son père, et je leur ai demandé où était le dossier de mon fils, est-ce qu'il l'avait et qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont mis 1 mois et demi avant de l'envoyer, mais je l'ai reçu. Et là, quand je l'ai reçu, les conclusions du rapport disaient qu'il fallait agir de manière urgente si on ne voulait pas que l'enfant ait des séquelles psychologiques qui pouvaient s'avérer graves pour la suite. Putain, mais 3 ans, le dossier a disparu pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font des dossiers tellement lourds qu'ils n'arrivent même pas à les transférer du Loir-et-Cher à l'Isère. Mais c'est grave, on parle de vie de mineur quand même. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Bon, il y a quand même eu des avancées. Depuis une vingtaine d'années, des prises de conscience au niveau mondial ont eu lieu. En 1980, élimination de toutes sortes de discriminations à l'encontre des femmes a été ratifiée par 140 pays sur 185. En 1993, l'ONU a fait une déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes. Ils ont même donné des pistes et des choses précises à suivre pour aider les pays. Pareil en Europe, en 1993, il y a eu des réunions interministérielles à Rome. Alors, je ne sais pas, peut-être que la France n'y est pas allée. Voici certaines des recommandations qui ont été adoptées, pas suggérées, elles ont été adoptées par l'Europe. Garantir la protection des victimes. Vous êtes où quand on vous appelle? Veiller à la rapidité des délais de traitement des dossiers. Moi je trouve que 2 ans et 10 ans c'est encore un peu long. Assurer une aide juridique gratuite pour les femmes victimes de violences. Alors je ne sais pas si le problème c'est le mot aide ou gratuit qui fait que ça ne marche pas. Et permettre aux services de police de porter plainte à la place de la victime, de mener des investigations et de rassembler des preuves. Alors pourquoi parfois on se fait encore rejeter et humilier quand on va porter plainte? Pourquoi est-ce qu'ils refusent certaines plaintes et investigations? Quand j'ai porté plainte pour enlèvement parental, ils ont refusé ma plainte et pas un gendarme n'a appelé le père pour voir si mon fils était en sécurité. 2018. En France, en 1989, Madame Michèle André, secrétaire générale aux droits des femmes, a lancé la première campagne télévisée pour sensibiliser sur les violences conjugales. Elle a également lancé et créé la permanence 3919 qui a été mise en place. En 1994, le 1er mars donc, la violence conjugale est reconnue enfin comme un délit. Et en 1999, il y a eu la première enquête nationale sur les violences conjugales. En 2010, une loi relative au plus global aux violences intrafamiliales. Mais voilà, les budgets alloués n'ont pas progressé, voire ils ont baissé. Qu'attendons-nous pour faire comme l'Espagne, pour faire bouger les choses? Il y a eu des manifestations début juillet. Des milliers de femmes sont descendues dans la rue. Là, il y a eu le féminicide de trop. Une jeune femme a été assassinée 1 heure après sa sortie du commissariat. Du coup, sans
150 magistrats ont lancé une tribune dans le journal Libération en demandant des moyens humains et financiers. Et puis alors le gouvernement, bling bling, a sorti Marlène Schiappa de sa petite boîte pour dire « Oh, ben on va lancer un Grenelle sur les violences faites aux femmes. » Okay. On attend, les résultats c'est lundi. Pour l'instant, les quelques propositions faites, c'est cet été, les places d'hébergement d'urgence qui vont augmenter. À Grenoble, il y en a eu 35 d'ouvertes. En une semaine, elles étaient toutes prises. Et puis, le retrait de l'autorité parentale de l'homme qui commet un féminicide. Ouais, ça va, il ne se met pas trop le gouvernement. Normalement, il sera en prison, donc de toute manière, le problème sera un peu réglé. Il y a pourtant des actions et des associations qui aident les victimes. Donc, je parlais du numéro 3919. On peut l'appeler, c'est ouvert du lundi au samedi. C'est juste fermé le dimanche. C'est ouvert non-stop de 8h à 22h. Il y a également d'autres numéros. Pour l'IVG, la contraception, la sexualité. Il y a des lieux d'accueil, d'écoute, comme les plannings familiaux, les mobs. Les petites structures dans les plus petites villes où il y a des infirmières qui peuvent vous aider et sur la contraception et aussi lorsqu'on est victime de violences de tout type. Et ça s'adresse, la mission locale, voilà. Et ça s'adresse aux 16-25 ans particulièrement. Il y a donc tous les lieux d'accueil qui dépendent de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Il y en a dans toutes les villes. C'est important d'en parler autour de soi. J'ai oublié de mettre mon petit point noir, mais les femmes souvent se font un point noir dans la paume de la main, vu que souvent elles ne peuvent pas parler aux gens. Du coup, il suffit qu'elles montrent discrètement la main et on voit qu'elles sont victimes de violences. Et on peut les aider et comprendre. Alors le problème, c'est que ça serait bien que les gens soient informés. Ça aiderait. Voilà, donc si vous voyez quelqu'un avec un petit point noir dans la main, ça veut dire que c'est un appel à l'aide. On peut en parler autour de soi, donc, et puis aux services sociaux, à l'assistance sociale. Sur Facebook, il y a plusieurs pages dédiées aux femmes victimes de violences. Il y a Brisons le silence, il y a Putain de guerrière aussi, et là, ce sont que des femmes qui partagent leur expérience, leur lutte, et on s'entraide, on se donne des conseils, etc. Il y a des applications qui ont été créées, notamment à Nantes. AppL, ça s'appelle, c'est créé par une femme qui s'appelle Diati Ndiaye. La Maison des femmes de Saint-Denis, qui accueille, écoute et qui offre même des formations pour les femmes qui ont été violées. Par exemple, il propose des aides par le karaté, ce qui permet de leur libérer leur corps, leur souffle, etc. Des expositions sont faites aussi. Le gouvernement, toujours super bling bling dans sa com, a créé fin juin une application qui s'appelle Arrêtons-les pour alerter sur les violences conjugales. Ça sert juste à s'informer et à alerter. Voilà. Après, on se débrouille une fois qu'on a envoyé son petit tweet. Et là, donc, comme je vous disais, arrive la fin du Grenelle sur les violences faites aux femmes le lundi 25 novembre. C'est la journée internationale des droits contre les violences faites aux femmes. Là, je pense que Marlène Schiappa, elle ne doit pas bien dormir et que ça doit être un grand vide en elle. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a Luc Frémiot, vous savez, le magistrat dont je vous ai parlé. Par rapport au Grenelle, il dit quant à Marlène Schiappa et son Grenelle, c'est une vaste fumisterie qui sera comme le grand débat. Pour lui, c'est la Madame Royale du gouvernement et elle n'a aucun pouvoir et surtout elle est complètement à côté de la plaque en ce qui se concerne la situation réelle. Ce magistrat, lui, il s'est attaqué en 2003. Il était spécialisé dans les violences conjugales. Dans sa circonscription, il a appliqué la suppression des mains courantes et du coup obligé à recevoir des plaintes directement. Il passait aussi au domicile pour placer le conjoint violent dans un centre d'aide psychologique afin de comprendre et de décortiquer les mécanismes de cette violence pour que le conjoint réussisse à se débarrasser de tout ça. Et visiblement, les hommes, les récidives ont baissé de 6%. Donc ça marche. Alors vous me direz,
Et moi, comment je m'en suis sortie? En fait, je sais pas trop. Je pense que c'est plutôt une accumulation de circonstances qui ont fait que. Je pense que ça vient de cette scène qui s'était passée un soir. Je sais plus pour quelle raison. Je me suis retrouvée projetée complètement en arrière. Je me souviens du bruit sourd qu'a fait mon bassin sur le sol. Mes enfants étaient pétrifiés. Ils disaient plus un mot. Je me suis relevée lentement, dignement. Je les ai regardés. Et là, d'un coup, ils se sont mis tous à pleurer, à crier. Par la fenêtre, j'ai vu une voisine qui avait entendu ou qui avait vu quelque chose. Ah, je me suis dit, ça y est, c'est ma perche, elle va m'aider, elle va venir sonner, voir ce qui se passe, ou en tout cas, elle m'en parlera peut-être plus tard. Bon, j'ai laissé tomber et je suis retournée voir mes enfants pour m'occuper d'eux et continuer à servir le repas comme si de rien n'était, même pas mal. En fait, personne n'a sonné et même plus tard, elle m'en a pas reparlé. Mais je pense qu'elle en a quand même parlé avec d'autres personnes. Parce que du coup, on a organisé notre départ avec une autre voisine. On avait prévu une soirée pyjama. On devait dormir chez eux, même en face de la maison, ça a marché. Du coup, on est allé là-bas et on n'est pas rentré. Pourtant, ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas une très grande maison. Mais ils s'étaient serrés pour nous faire de la place. Et du coup, on a pu souffler. On a pu à nouveau discuter, s'amuser. Merci Marie-Noël. At first, I was afraid. I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. But then pale night, thinking how you did me wrong, and I was strong, and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with your sad like you upon your face. I should have changed that stupid key and made you leave your key. If I had known just for a second, you'd back to bother me. Go on now, walk out the door, turn around now. You're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me, and goodbye did I crumble, and you think I'd lay down and die. No, 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 I will survive. I will survive as long as I know I should have stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I will survive, I will survive, yeah, I will survive, I will survive. All day long I will stay, I should stand by my side. I got all my love to live, I got all my love to give, and I will survive, yeah, yeah.